s'oppose à ce projet-là. Il faut absolument continuer de passer notre message. On veut un bac! 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 On veut un Bonjour, on peut dire au moins que vous avez de la suite dans les idées. Il me semble qu'on reprend où on était hier. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là hier, bonjour. Pour les gens qui étaient là hier, bonjour aussi. Mon nom est Constance Ramacheri. J'ai le plaisir d'animer la rencontre d'aujourd'hui. Je suis consultante en animation. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'anime des consultations publiques et Hydro-Québec a retenu mes services pour animer les 4 rencontres de la région ici. Mon rôle est fort simple, c'est de voir au bon déroulement de l'Assemblée et de voir à ce que le maximum de personnes différentes puissent prendre la parole. Alors, je vais vous expliquer tantôt comment on procède. Ceux qui étaient là hier, vous avez compris, je donne un tour de parole prioritaire, c'est-à-dire si vous avez eu l'occasion de parler une fois, je vais vérifier avec des gens qui parlent pour la première fois et les inviter à prendre la parole avant de vous donner la parole une deuxième fois. C'est de voir aussi est-ce que la réunion se déroule évidemment dans un contexte où on peut échanger, où on peut donner une information, recevoir une information, où on peut vous entendre et on peut aussi communiquer. Je vous présente Mme Marie-Josée Gosselin, chef projet chez Hydro-Québec, qui fera... Oui. qui fera la présentation. Alors, c'est une présentation d'environ 20 minutes qui va être suivie par une période d'échange. Nous n'avons pas besoin, évidemment, de la présenter, mais nous saluons Mme la mairesse, Elisabeth Lapointe, qui est ici avec nous ce matin. Alors, on m'a demandé de vous présenter les gens d'Hydro-Québec qui sont ici, qui prendront la parole. Je vais vous les présenter avant la période de questions. Ça va vous permettre de retenir plus facilement leurs noms. Je présente ceux dont j'ai les noms, puis les autres, si on fait appel à eux, on les présentera au fur et à mesure. C'est bon? Alors, Mme Gosselin, la parole est à vous. Oui. Merci beaucoup. Mme Gosselin. Alors, la présentation aujourd'hui va se dérouler en 3 temps. Je vais vous présenter premièrement le projet et sa raison d'être, le processus d'amélioration du projet que nous avons mis en place depuis plus d'1 an, ainsi que le projet dans sa forme actuelle. Maintenant, Hydro-Québec a la responsabilité d'alimenter la clientèle québécoise en électricité. Le réseau qui vous alimente présentement dans les Laurentides date des années 60. C'est un réseau à 120 000 volts. Hydro-Québec a maximisé toutes les installations en place. Le réseau a maintenant atteint sa pleine capacité. On se doit donc d'ajouter une nouvelle infrastructure. La croissance de la demande de toute la province croît à chaque année, mais particulièrement celle des Laurentides, qui est 2 fois celle de la population québécoise. Donc, on se doit de faire un projet qui va permettre le développement de votre région, de soutenir le développement local pour plus de 20 ans. On vous propose donc une ligne. Pardon, je vais prendre mon pointeur. On nous impose. Attention, s'il vous plaît, on va entendre ce que Mme a à dire. La parole sera à vous. Tu peux y aller, André. On vous propose une ligne qui va partir du poste Grand Brûlé pour se rendre vers la zone d'alimentation ici entre les postes Saint-Sauveur et de Grignon, qui va pouvoir alimenter 3 postes, donc Saint-Sauveur, de Grignon et un futur poste Chersey, pour une période qui va servir à soutenir, comme j'ai dit tout à l'heure, la région au-delà de 20 ans. Donc, on parle d'un tronçon de ligne qui va suivre ici. Ce que vous voyez en mauve, c'est la ligne 735 000 volts, donc notre réseau, la tension la plus élevée du réseau. On va donc avoir un tronçon qui suit la ligne, qui traverse à partir de Montcalm, Saint-Adolphe, pour aller rejoindre la ligne existante du réseau 120 000 volts
entre Val-David et Sainte-Adèle. Tu peux faire... Je m'excuse, ce matin, mon pointeur ne fonctionne pas, fait qu'on doit tourner à mesure. Je vous présente maintenant l'élaboration d'un projet de transport. Alors, pour établir le meilleur tracé, le tracé de moindre impact, on se doit de faire une évaluation environnementale rigoureuse. Pour ce faire, on va faire des inventaires du milieu. On va travailler avec les municipalités, avec les acteurs du milieu, pour avoir les inventaires les plus complets possibles. Donc, au point de vue environnemental, on va s'assurer d'avoir dans nos inventaires les milieux humides, les aires protégées, bien connaître le milieu humain ainsi que les paysages. On devra aussi avoir un projet qui répond aux besoins à long terme, qui tient compte des paramètres techniques, donc ici alimenter 3 postes, avoir une capacité suffisante de notre ligne, qui va avoir une durée de vie, notre ligne va avoir une durée de vie au-delà de 80 ans pour une ligne aérienne, et dont les coûts vont pouvoir être approuvés par la Régie de l'énergie. Vous voyez maintenant la zone d'étude de plus de 1000 km², dans laquelle nous avons répertorié les aires protégées, donc le centre touristique éducatif des Laurentides, le CETEL, la réserve faunique Jack Rabbit. Vous voyez maintenant l'ensemble des milieux naturels, donc milieux humides, habitats fauniques et floristiques et rabières exploitées. Ce sont tous des éléments qu'on va devoir éviter dans la définition de notre tracé. Tous les projets de développement ainsi que les zones habitées. En grise, ce sont les zones qui sont habitées. En assuré, les projets de développement prévus par les différentes municipalités. Maintenant, les intérêts, les paysages, donc les éléments de paysage qui sont valorisés. Pour l'étude, on utilise aussi une carte paysage, tu peux tourner, André, qui nous permet de donner une valeur aux différents paysages de la région. Donc, vous voyez ici l'ensemble des contraintes, milieu naturel, milieu humain et paysage, qu'on va devoir éviter dans notre tracé de moindre impact. Donc, toutes les zones grises sont des zones à éviter. C'est donc ce qui nous a amené à vous proposer en hiver 2013 un premier tracé qui vous avait été présenté en consultation. Maintenant, pardon, tu peux continuer. Pour tous ces projets, Hydro-Québec met en place une consultation publique qui vise à faire connaître le projet, à établir des liens de communication, de collaboration avec le milieu et à recueillir les avis et commentaires des publics afin de les intégrer et de faire un meilleur projet. Dans le cas présent, on a travaillé avec les MRC, les municipalités, avec le public, avec les citoyens, avec les organismes du milieu, afin de recevoir des avis. On a mis en place un site web, une ligne téléphonique. On vous a consulté à l'hiver 2013 et on a pris en compte, on a entendu plusieurs préoccupations. Il y avait entre autres plusieurs personnes qui ont demandé de regarder des tracés, de longer des emprises existantes, des tracés qui sortaient de notre zone d'étude et qui auraient touché d'autres municipalités. C'est pourquoi Hydro-Québec a mis en place le comité technique régional. Un comité formé de différents experts des municipalités concernées, des experts en environnement, en aménagement du territoire, en paysage et en ingénierie, qui se sont assis pendant plusieurs mois. Le mandat du comité était clair. Il y avait aussi, des représentants des 2 MRC, Conférence régionale des élus des Laurentides et Conseil de l'environnement. Le mandat du comité était de recommander une ou des solutions régionales visant un projet de moindre impact et conciliant les intérêts, les préoccupations et les besoins des différentes parties impliquées. Ce comité-là a formé 2 sous-comités, un sous-comité technique et un sous-comité environnement. Avec le sous-comité technique, Hydro-Québec a accepté de s'asseoir avec les ingénieurs engagés par la municipalité de Saint-Adolphe et revoir plusieurs scénarios. On a accepté de retourner en arrière et de regarder les scénarios d'alimentation qui étaient possibles de faire pour répondre aux besoins d'alimentation de la région. On a bâti la grille qui est à côté de moi. Ici, vous ne la voyez pas, elle est là-bas, plus loin dans la salle. C'est une grille où on a analysé 10 scénarios au point de vue technique et économique. Il y en a différents qui ont dû être écartés. Je vous explique pourquoi. L'alimentation en provenance du Sud. On nous a souvent demandé pourquoi on ne peut pas conserver l'alimentation du Sud. Il faudrait partir une ligne à partir du poste Chénier qui nous alimenterait, qui aurait 61 km de long, une partie à 315 000 volts, une partie à 120 000 volts,
des nouvelles emprises, d'autres fois en longeant des emprises, dans un milieu fortement urbanisé. On parle donc de 61 km d'impact versus une ligne de 40 km. Il est clair que cette ligne-là aurait eu des impacts très importants. On va plutôt prendre les questions après, monsieur. Oui. Oui, il est à la fin de la présentation. On pourrait y revenir tout à l'heure. Bien, j'aimerais mieux qu'on le fasse dans les premières questions. OK. On va laisser Mme finir. On va y revenir après. On s'entend que c'est un visuel difficile à voir même à l'écran. Bon. Voulez-vous qu'on aille la chercher, Mme Gosselin? On va essayer. Ça ne me dérange pas. Alors, André, on va aller la chercher et on va... je pense que l'intention, c'est d'essayer d'alléger un peu la présentation. Mais on va vous la présenter. Voilà. Ça va, monsieur? C'est bon? C'est celle-là? Alors, vous avez la famille A en vert, qui était de garder l'alimentation par le sud. Je vous dis que ça représentait 61 km de nouvelles lignes, en partie à 315, en partie à 120, des nouvelles emprises et des emprises qui longent des emprises existantes dans un milieu fortement urbanisé. Ce scénario-là n'a donc pas été retenu parce qu'il générerait vraiment plus d'impact. On avait la famille B, qui étaient tous des propositions, dans le fond, qui se ressemblaient, qui longeaient toujours la ligne au nord à Sainte-Agathe, avec différents ajouts pour permettre de rencontrer le besoin 20 ans et plus. On les a travaillés avec l'ingénieur Deslauriers qui avait été engagé par la municipalité. On s'est entendu avec lui pour retenir le meilleur de ces scénarios-là. Donc, c'est celui du bouclage à Sainte-Agathe qui était le meilleur, qui, dans le fond, répondait le mieux aux besoins. Donc, c'est celui-là qu'on regardera, que le comité, on verra, a conservé. Ici, dans la famille C, on avait des scénarios qui, dans le fond, longeaient. Celui-là, c'est celui qu'on vous a proposé au début. Donc, la nouvelle ligne de 40 km qui passe par Saint-Adolphe. Et une ligne souterraine qui aurait emprunté peut-être le même tracé, ou en tout cas, dont une portion aurait dû passer de façon souterraine à Saint-Adolphe. C'est pourquoi ils ont été dans la même famille. Finalement, ici, on avait le poste Saint-Adolphe, donc une ligne avec un nouveau poste, scénario proposé par la municipalité à l'aide de son ingénieur engagé. Ici, on peut remarquer qu'il y a une petite case qui dit « Ne permet pas d'alimenter les autres postes de la région ». C'est en accord avec M. Deslauriers que ça a été écrit parce que ce scénario-là ne permettait pas d'alimenter les 3 postes, ne permettait pas de répondre aux besoins pour 20 ans et n'empêchait pas qu'on aurait à reconstruire la ligne dans un horizon très court de 3 ans environ. Finalement, un dernier scénario qui avait été alimenté, lignes aériennes et souterraines. Donc, les lignes souterraines, pourquoi elles n'ont pas été retenues? Parce qu'une ligne souterraine, premièrement, ne dure que 40 ans versus une ligne aérienne qui dure 80 ans. Au bout de 40 ans, nos conducteurs dans le sol ont chauffé, on doit les remplacer. Alors, quand on vous donne des coûts, ce sont des coûts pour 40 ans. Une ligne souterraine aussi nous amène beaucoup de problèmes d'exploitation. Quand il y a un défaut, on se doit d'intervenir. Trouver où est le problème, c'est très long. Le réparer, c'est très long aussi. Donc, des pannes qui s'allongent. Attention. On vous l'expliquera tout à l'heure pourquoi c'est possible. On parle aussi de coûts de 4 à 10 fois l'ordre d'un projet aérien. Donc, des coûts qui ne sont pas approuvés par la Régie de l'énergie si ce n'est pas la seule solution, s'il y a une emprise aérienne disponible. Même chose pour une ligne aéro-souterraine. C'est-à-dire qu'on nous a souvent demandé pourquoi vous ne pouvez pas faire une partie aérienne puis rentrer souterrain pour cacher les pylônes quand c'est possible. Quand on passe d'une technologie aérienne à une technologie souterraine, il nous faut construire un poste de 30 mètres par 30 mètres qui va avoir des équipements qui vont nous permettre de changer de technologie. Même chose quand on ressort, il faut reconstruire un autre poste pour nous permettre de passer du souterrain à aérien. Donc, on parle d'impacts environnementaux, on parle de coûts, puis on parle toujours des mêmes problèmes. Toute la partie souterraine ne dure que 40 ans,
puis les défauts sont difficiles à trouver. Il y a aussi... Vous savez, il y a l'acceptabilité sociale dans les projets, mais il y a aussi l'acceptabilité technique, puis il y a l'acceptabilité environnementale. Donc, on essaie de faire un équilibre entre tout ça. OK, attention, attention. OK, attention. On va laisser Madame finir, puis après ça, on va passer à la période de questions. On va prendre toutes les questions techniques et toutes les questions, mais on va faire une présentation, puis on va finir la présentation. On peut peut-être revenir Ça va aller. C'est bon. Parce que prenez des notes. Prenez des notes. Il y a plein de gens qui veulent intervenir et on va essayer de le faire de façon ordonnée. La question de Madame, c'est basé sur nos expériences. On a des lignes souterraines au centre-ville de Montréal parce qu'il n'y a aucune place pour mettre des emprises aériennes. On a l'expérience qu'après 40 ans, on change nos câbles. Ils ont chauffé, puis on doit les remplacer. OK, on continue. On continue. Parce que je vois d'autres gens qui veulent intervenir. On continue. On va donner une information. Pour le verglas, les nouvelles lignes, depuis la crise du verglas, le gouvernement fédéral a revu toutes les normes. Les cartes du Québec ont été revues avec des nouvelles zones de verglas. Ce sont les normes qu'on est obligé de respecter. Donc, nos nouvelles lignes sont construites beaucoup plus fortes pour l'après-verglas. OK. Et plus fiables. On continue, s'il vous plaît. OK. Donc, le comité technique régional a retenu les scénarios, comme je vous le disais, donc le meilleur dans tous ceux qui passaient par Sainte-Agathe, celui de bouclage, et la ligne qui avait été proposée par Saint-Adolphe, qui pouvait passer soit par le centre, soit par le sud. Suite à ça, a été formé le sous-comité environnement. Parce que le comité régional voulait voir l'ensemble du dossier. Donc, on voulait évaluer les impacts de ces 3 scénarios-là à une échelle régionale. Donc, les impacts sur le milieu naturel, sur les paysages et sur le milieu humain. Il a donc été formé un sous-comité environnement avec les divers experts, certains des experts qui étaient assis autour de la table avec nous. Ils ont eu plus de 6 rencontres, ils ont rempli des grilles d'évaluation. Ils se sont servis d'une carte qui est à une échelle plus macro, donc une carte régionale, où on peut voir en rose et en rouge les milieux qui sont les plus habités. On a ici l'axe qui passe par Sainte-Agathe et les 2 axes au centre et au sud par Saint-Adolphe. Au niveau des milieux naturels, les 3 axes, ce que la grille environnementale nous dit, c'est que les impacts sont à peu près semblables. Au niveau des paysages, on remarque qu'il y a des impacts importants pour les 3 axes. Ce qui a fait la différence, c'est beaucoup au niveau des milieux humains. Pour l'axe qui est au nord, on peut pas reconstruire dans la ligne, on se doit de d'élargir l'emprise. Les gens qui habitent sont très près de l'emprise, ce qui fait que l'on passe au sud ou au nord de la ligne existante, on va devoir déplacer plusieurs bâtiments. On parle de 15 à 20 bâtiments. Plusieurs sont des résidences principales. On parle d'un bon nombre de familles à déplacer. Même chose pour l'axe au sud. On a entre 3 et 5 déplacements de bâtiments. On essaie toujours d'éviter des déplacements de bâtiments quand on recommande un tracé de moindre impact. C'est pourquoi au mois de juin, le comité technique régional a demandé à Hydro-Québec d'optimiser le tracé original qui passait dans l'axe centre et de venir présenter ces optimisations au mois de septembre. C'est ce qui a été fait. Donc, on nous a demandé de travailler sur un tracé optimisé. Je vous présente donc le projet actuel. Donc, évidemment, la préoccupation principale à Saint-Adolphe, c'est l'impact sur le paysage. Ce qu'on a fait, on a retardé notre projet de 1 an pour nous permettre de concevoir une nouvelle famille de pylônes par rapport à ceux qu'on vous avait annoncés à l'hiver 2013, qui étaient de près de 60 mètres. On a conçu une nouvelle famille dont la hauteur moyenne sera de 48 mètres. Puis, on va modifier aussi la répartition entre les pylônes. Ce que ça veut dire, c'est que ces pylônes-là sont faits pour être espacés d'environ 400 mètres, pour garder un dégagement minimum au sol de 6 mètres à l'endroit où le conducteur est le plus bas. Donc, en rapprochant les pylônes, ça nous permet de garder la distance avec le sol, mais de réduire la hauteur.
Alors, à certains endroits, quand c'est plus problématique pour le paysage, on les rapproche, ça nous permet de les cacher, de les diminuer. Donc, vous avez ici... Oui, partiellement. Donc, vous avez la proposition initiale à l'hiver 2013. Le nouveau pylône, une hauteur moyenne de 47,6 mètres. Maintenant, il y avait... Le 49, c'est pour le secteur de reconstruction entre Val-David et Sainte-Adèle, parce que là-bas, on a une emprise beaucoup plus étroite qui est déjà existante. Alors, pour nous permettre de rester dans l'emprise, on doit rehausser un petit peu le pylône pour que l'arbre ne puisse pas chuter là, sur le conducteur. C'est pour ça que celui-là est un peu plus haut. OK, attention. On va continuer la présentation. Il y avait aussi l'impact du déboisement qui avait été soulevé. On vous avait annoncé une largeur d'emprise de 64 mètres. On a donc réussi, ce qu'on va faire, on va enlever le corridor d'hélicoptère qui était prévu de 18 mètres. C'était 60, donc on est à 46 présentement. Ça fait 25 là, à peu près. C'est déjà pas pire. Donc, on avait prévu... OK. On a besoin d'hélicoptères pour surveiller nos lignes, pour intervenir en cas d'urgence. Ce qu'on va faire dans le cas présent, c'est qu'à certains pylônes, quand c'est plus difficile d'accès, peut-être pas à tous les pylônes, on va déboiser des aires d'atterrissage qui vont nous permettre d'atterrir en cas d'urgence au pylône, mais ça va nous permettre de conserver 95 de la ligne qui va être déboisée seulement à 46 mètres. Donc, non, c'est parce que on avait... Oui, c'est parce que la première... Non, mais c'est parce que... Je vous explique pourquoi. C'est parce que initialement, on avait calculé à 48. La première présentation était à 48, puis on a réussi à optimiser depuis 2 mètres supplémentaires. Mais les gens qui ont fait la présentation en géomatique n'ont pas changé le 24 mètres. Donc, c'est le total qui est bon, c'est le 46. On cherche à optimiser de plus en plus. On continue toujours la présentation. J'ai juste une information aussi que je voudrais partager avec vous. Vous savez que quand vous parlez dans la salle et que vous ne parlez pas au micro, les enregistrements qui sont faits ici, dont l'enregistrement qui a été fait à la demande de la municipalité, on ne capte pas ce que vous... Ah oui, il y a de l'ambiance, ça, il n'y a pas de doute. Fait que je vais vous demander d'attendre. On va aller vous voir avec un micro. On va s'assurer qu'on a tout bien capté, et l'ambiance et l'information. Absolument, si vous voulez, on va vous trouver quelqu'un, ça sans problème. Alors, on continue, on essaye de finir, s'il vous plaît. Donc, dans votre secteur, tronçon central, on nous a demandé d'éviter des développements futurs, entre autres au lac Bruyère, et de s'éloigner du lac Massy et des Trois-Frères. C'est ce qui a été fait dans les modifications. Excusez, je veux juste demander, monsieur, de faire attention. On essaie de ne pas cacher les gens derrière. Là. Oui, merci. Continue, André. André. Mais peut-être que les gens derrière veulent voir la présentation. Attention. C'est ça. Allons-y. Il y avait aussi certaines propriétés dispersées dans la montagne qui n'apparaissaient pas sur les premiers inventaires. Donc, on a eu ces informations-là de la municipalité et on a modifié le tracé pour s'en éloigner. Vous voyez maintenant les différentes portions de la ligne. On va se concentrer sur le secteur centre qui vous concerne. Voici donc le tracé qui vous avait été proposé. Ici, on a la modification pour un développement résidentiel au lac Bruyère. On s'éloigne ici du lac Massy et des Trois-Frères. Pour ce qui est de la vue du lac Saint-Joseph, on a tenté de passer derrière la tour de télécommunication. Les impacts ici pour le lac Beauchamp étaient vraiment importants, donc on est revenu à notre tracé initial. On a tenté d'autres tracés, mais jusqu'à maintenant, le meilleur demeure la ligne originale.
Donc, ce qu'on fait, on travaille beaucoup sur la répartition de nos pylônes, sur l'optimisation de la hauteur de notre nouveau pylône pour réussir à cacher le plus possible la vue du lac Saint-Joseph. Ici, on a bien sûr l'autre modification que je vous ai annoncée pour éviter des propriétés qui sont dans la montagne. C'est donc l'ensemble du tracé optimisé qu'on vous présente aujourd'hui. Maintenant, je vous présente quelque chose de tout à fait différent. On a beaucoup questionné la véracité de nos simulations visuelles. Donc, je voulais vous montrer, on est sur la rive sud de Montréal, on est à Saint-Bruno-de-Montarville, au croisement de l'autoroute 30 et l'autoroute 116. On n'a pas cherché à mettre de fleurs, à mettre de belles couleurs. On ne cherche pas à embellir les choses, vous allez voir. Je veux juste vous montrer, c'était la situation originale. On devait construire un nouveau poste. Oui. Alors, on parle juste de validité de simulation visuelle. Non, le but. On va laisser Madame finir. Donnez-lui 2 secondes pour l'expliquer. Alors, allons-y. Je vous ai dit, on a mis en doute la validité de nos simulations visuelles. Alors, ce qu'on voulait vous montrer, c'est un exemple d'une simulation, puis la photo du réel après, qui nous permet de voir que nos simulations sont justes. On pourra parler à notre expert ici qui vous expliquera comment c'est fait. Donc, ici, c'est la simulation qui avait été faite d'un nouveau poste avec les entrées du poste et les nouveaux pylônes. Puis, on va voir après le réel. Donc, on voit que les équipements ont exactement la même grandeur que ce qui avait été prévu, sont positionnés au même endroit. Il faut comprendre. On va continuer. Okay. Est-ce qu'on peut entendre des excuses d'Hydro-Québec? Parce qu'il y a 20 000 personnes qui ont vu ces photos-là. On a peut-être 30 personnes qui sont allées voir en arrière en se plaçant sur la petite ligne pour voir l'impact réel. Il y a peut-être des gens qui veulent entendre la présentation. Il y a peut-être des gens dans la salle qui voudraient entendre la présentation jusqu'à la fin et on va leur offrir l'occasion. Marie-Josée, s'il vous plaît. Donc, nos simulations visuelles sont faites par des experts en arpentage, en géomatique et en architecture du paysage. Ils sont basés sur des données laser, des données de type LIDAR qu'on appelle, qui sont extrêmement précises. On a donc la précision des arbres, des bâtiments en place à moins de 20 cm. On utilise aussi les logiciels 3D qui nous donnent la grosseur de nos équipements de façon absolument exacte. Donc, elle va être située dans la photo de façon très précise puis avec sa dimension réelle. Ça donne vraiment... Les équipements qu'on monte là vont vraiment avoir la grosseur qu'on vous montre. Donc, on a la situation actuelle. On a un premier essai qu'on avait fait avec les pylônes placés aux 400 mètres. Puis ensuite, on a fait un autre essai. On a fait un autre essai où là, on voit que la hauteur des pylônes a diminué parce qu'on a travaillé sur la répartition entre les pylônes. Okay, attention. Le déboisement, vous ne pouvez pas... Il est sur la simulation, mais on ne le voit pas parce que il est dans cet axe-là. Donc, les arbres... Il y a des photos, vous allez voir dans la salle plus loin là-bas. Quand on voit le déboisement, il est visible sur la simulation. Si vous allez voir de haut, vous allez probablement voir du déboisement. Pour l'instant, les simulations... Ouais. Quand on... OK, attention s'il vous plaît. On achève. On va y revenir. Je compte sur vous pour y revenir. On ne peut pas malheureusement faire des simulations de partout. D'habitude, on utilise les points où il y a une plus grande concentration de gens qui vont utiliser ce point de vue-là. Donc, on pense que le parc Jaudoin est une place importante pour le village. C'est donc un point de vue très important. C'est pour ça qu'on l'a considéré. Il y en a tout plein d'autres qui sont en arrière.
Alors, on continue, puis on va procéder tantôt à la période de questions et d'échanges. Allons-y, madame. Je veux juste vous souligner que cette vue-là, Hydro-Québec n'est pas satisfaite de la vue. Le député d'Argenteuil non plus. On a pris un engagement de travailler dessus. On est en train de l'optimiser. Donc, c'est notre priorité présentement de continuer à optimiser la hauteur de ces pylônes-là. Je peux continuer. Donc, vous avez la vue au centre avec la tour de télécommunication. Je sais qu'elle n'est pas très visible. Mais non. C'est le rendu. On va aller jusqu'au bout. C'est le rendu de la photo. On a des simulations sur papier glacé où on le voit beaucoup mieux. Madame Lapointe, on lui en a donné où on voyait beaucoup mieux aussi. Donc, vous avez ici un pylône, notre premier essai avec un autre pylône. On peut voir le deuxième essai. On réussit à faire disparaître celui-là. Celui-là est encore visible. Hier matin, on a reçu la nouvelle conception de notre pylône et on sait qu'il va avoir 8 mètres de moins que la photo actuelle. Donc ici encore, on est en train de faire des efforts d'amélioration. Attention, attention. OK, tu peux continuer. On va aller plus vite. On va aller à la période de questions dans 2 secondes. OK. Absolument, madame. On va y arriver. C'est bon. Ouais. On enchaîne. Donc, on vous présente un projet qui est essentiel pour le développement de votre région. C'est essentiel pour alimenter le développement de votre région. OK. On est capable de passer. Un travail qui a été fait en collaboration avec les experts de la région grâce au comité technique régional pour arriver à une solution de moindre impact. On passe à la période.